peut réagir au fur et à mesure. L'idée, c'est plutôt que ce soit vous qui discutiez. Et donc, est-ce que vous avez vos expériences éventuellement partagées avec soit vous-même qui faites le même exercice ou vous le fassiez avec vos parents? Moi, je voudrais poser une question, madame, parce que je comprends très bien votre souhait de rester chez vous, ce qui est souvent la majorité des souhaits de nos parents et de tout le monde. La question, c'est si un jour vous avez la difficulté d'être chez vous, de rester chez vous, comment est-ce que vous pouvez envisager votre prise en charge? Est-ce que vous comptez sur vos enfants pour qu'ils passent toute la journée avec vous? Est-ce que vous avez pris des dispositions dans ce sens? Parce que pour des enfants, c'est compliqué peut-être d'arriver à assouvir cette demande qui est de rester chez soi et qu'on comprend tous, bien sûr. Mais le problème, c'est que souvent, les personnes âgées veulent rester chez elles à condition que ce soit leurs enfants qui les prennent en charge. Et je ne veux pas être une charge pour mes enfants. Ça, non. Et je commence, si vous voulez, justement à regarder un peu autour tout ce qui se passe. Il y a des documents, on peut lire des documents. Et puis, comme cet après-midi, j'ai pu parler avec une infirmière libérale qui justement me disait, mais nous, elle a fait tout un circuit pour pouvoir s'occuper de ces personnes-là. Et bien souvent, elle meurt chez elle. Donc j'ai gardé son numéro pour savoir un petit peu ce qu'elle pratique. Et puis, il y a quand même cette première réunion où nous sommes allés, on a vu qu'il y avait des possibilités, quand même, de pouvoir rester, même si... Voilà. Je parle de ce que vous avez dit, Gilberte, tout à l'heure, en disant, contrairement à Michel, que ça avait été difficile, et c'est peut-être encore difficile avec votre fille d'en parler, même si visiblement les choses progressent. Et moi, j'avais envie de faire rebondir dans la salle ceux qui veulent bien témoigner en tant qu'enfant et en tant que parent, parce que je pense que autant pour les enfants que pour les parents, ce sujet est parfois difficile à aborder. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir entendre des témoignages sur ce plan. Alors, pardon, je vais peut-être me présenter très brièvement, effectivement. Moi, je m'appelle Catherine, donc, et je suis ici en tant qu'enfant, on va dire, de deux parents. J'ai la chance d'avoir deux parents toujours en vie, relativement âgés maintenant, puisqu'ils ont 91 et 92 ans, donc on peut considérer que ça commence à être assez âgé, avec qui je m'entends très bien, qui sont pour l'instant encore indépendants, mais c'est en train de devenir très compliqué. Mais bon, ça c'est pas le sujet, mais j'ai aussi la chance d'avoir une mère avec laquelle ça a toujours été très facile de parler de ça, parce qu'elle a été demandeuse depuis longtemps de se projeter dans l'avenir, et je suis sa fille unique, et elle avait à cœur de pouvoir en parler avec moi. Et je pense que j'ai été élevée dans cette ambiance qui fait que assez rapidement ça a été facile aussi pour moi. Au début, non, bien sûr, j'avais pas envie de toute façon d'imaginer ne serait-ce que la mort de mes parents et pas non plus leur grand âge. Enfin, tout ça est venu assez facilement. Et je pense qu'effectivement, c'est une grande chance, évidemment, de pouvoir franchir cette barrière des propos et du dialogue, parce que ça libère, comme le disait, comme vous l'avez dit toutes les deux, Michel et Gilbert, ça libère beaucoup de choses. Je vais passer le micro. Peut-être, oui, insister sur cette question et sur des témoignages sur à quel moment, jusqu'à quand cette indépendance. C'est-à-dire que à quel point il faut s'organiser et sur quoi pour garder la main sur sa propre vie, parce qu'à un moment donné, effectivement, ce sont les enfants qui risquent de décider. Donc, mais une autre question avant, Gilbert, peut-être. Et puis je propose que les gens se présentent vite fait. Merci Nicolas. Michel Lévy-Soussan, je parle comme fille de mes parents, comme femme, comme citoyenne et comme médecin de soins palliatifs. Et j'aimerais poser une question sur l'articulation entre la dimension publique, de santé publique, de politique publique, de ce qui nous occupe ici collectivement dans cette mairie, dans cet hôtel de ville, et qui nous engage collectivement comme citoyens, et puis la dimension intime, privée, dans la famille, avec souvent ces moments de cristallisation de toute l'histoire d'une relation filiale. Et je me demandais comment essayer d'articuler les deux, si vous avez des idées. Je me demandais si parfois des médiateurs familiaux
pourrait aider dans ces moments-là. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un aura l'expérience de médiateurs familiaux. Gilberte, vous vouliez réagir sur comment on garde la main pour soi? Vous vouliez réagir tout à l'heure sur comment on est sûr de... Peut-être que Sandrine pourrait parler sur le sujet, sur le fait que c'est délicat d'en parler avec les enfants. Vous avez été dans le rôle de petit enfant et apparemment c'était plus facile, ça a décrypté les choses. Donc j'étais dans une famille où les personnes vivaient âgées, mais avaient la chance de mourir fois dans leur vie, une fois en sortant d'un restaurant. Donc c'était plutôt chouette. Et donc on se retrouvait avec ma grand-mère qui est restée autonome physiquement et intellectuellement jusqu'à 101 ans et qui à une énième chute nous a dit voilà, je ne peux plus rester toute seule chez moi. Donc ça a été ma mère, ça l'a un peu choquée, même si elle se disait à un moment ou à un autre on risque d'y arriver. Mais elle a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a dit, je peux aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre de plus en plus de monde autour de toi pour que tu te sentes en sécurité, tu gardes ton autonomie, puisqu'elle allait dans un club tous les jours, elle allait faire son marché, elle avait ses copines, elle allait boire sa coupette de champagne avec elle, et puis voilà quoi. Et donc, ma grand-mère a dit, non, je voudrais aller en maison de retraite. Et puis finalement on en a discuté à 3 pour voir quel type de maison de retraite elle voulait, ce dont elle avait envie. Et il y a quand même des moments de discussion où elle n'arrivait pas à dire certaines choses à ma mère, et ma mère n'arrivait pas à lui dire certaines choses. Donc elle disait, ma grand-mère me disait, ta mère ne m'écoute pas, ou je pense qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ma mère me disait, ta grand-mère ne m'écoute pas, ou elle n'a pas envie d'entendre des choses. Et donc je faisais le lien, je faisais passer des messages. Mais sur quoi C'était sur l'histoire de mourir déjà, à un moment de dire pas d'acharnement thérapeutique, des antidouleurs, et de dire si elle perd la tête, si à un moment elle devient sénile, elle ne veut pas vivre. Et ça, ma mère ne voulait pas l'entendre. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment, ma grand-mère a fait une énième chute en EHPAD, et elle est devenue sénile, et je dirais Dieu merci, ça n'a duré que 3 jours, un soulagement. Mais ma mère était effondrée là-dessus en disant, elle a pu discuter avec le médecin, mais c'était vraiment compliqué. Mais du coup, moi je parle en tant que petite fille, où finalement on a quelque part, c'est pour ça que vous disiez votre petit-fils, oui mamie, etc. Les petits-enfants, en fait, on a un rôle à jouer où on dédramatise des choses. On a aussi un côté un peu plus pragmatique. On arrive à faire passer des messages entre les uns et les autres, à faire le lien. Et puis, je pense qu'on passe une certaine fluidité, et puis on leur rappelle aux uns aux autres aussi certaines évidences. Du style, rappeler à ma grand-mère que ma mère elle a 76 ans et qu'elle aussi, elle peut être fatiguée. Et rappeler à ma mère que sa mère, elle a 101 ans et qu'elle aussi, elle a le droit de dire merde à tout le monde. Et puis, qu'elle peut avoir des exigences, et en même temps qu'elle reste sa mère. Parce qu'il y a aussi ce côté où, pour ma mère, ce qui l'a paniqué, elle me dit, mais ma mère devient ma fille. Et je lui disais, mais ma grand-mère a quand même gardé sa tête jusqu'au bout. Et je dis, non, malgré tout, malgré son âge, malgré qu'elle soit en EHPAD, malgré tout ça, elle reste ta mère. Et ça, c'est des choses importantes comme ça on peut rappeler. Quelqu'un veut témoigner de ça, non? Peut-être sur est-ce que c'est difficile de rester le parent face à des enfants qui veulent prendre le pouvoir, peut-être? Je vois quelques personnes dans la salle qui ont déjà témoigné de ça, si elles veulent nous redire, non? Vous vouliez? Je vous ai parlé. Je ne suis pas sûre qu'il va y prendre le pouvoir. Je crois qu'il y a des moments où on n'aimerait pas forcément prendre le pouvoir. Mais on est obligé, parce que quand des parents veulent rester chez eux, ce qu'on leur souhaite, mais qu'ils ne se retrouvent plus chez eux, parce qu'ils n'ont plus l'impression d'être chez eux, par exemple, s'ils ont des troubles cognitifs,
ou qu'il y a une telle intendance à mettre en place dont ils ne veulent pas non plus, c'est pas tellement une volonté de prendre le pouvoir. C'est qu'il y a deux solutions. Soit on les abandonne en disant on s'en occupe pas, et on imagine qu'ils puissent eux-mêmes s'en débrouiller tout seuls, ce qui n'est plus le cas à un moment donné. Donc l'idée de penser que c'est juste par le dialogue ou juste par la volonté de discuter à plusieurs, etc., je pense qu'il y a des moments où effectivement ce n'est plus possible. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre la décision. Et est-ce que l'idée d'anticiper ces volontés me paraît en effet très nécessaire, dans la mesure où c'est possible de les respecter, voilà, donc il faut envisager des cas de figure différents, mais c'est pas évident que de dire on va être en capacité d'assumer jusqu'au bout les volontés ou le choix des uns et des autres. Et donc, qu'est-ce que vous avez des réponses à ça sur est-ce qu'on est sûr d'y arriver? Ou d'autres témoignages? Ce que je peux dire, c'est que, effectivement, avec ma fille, notre relation est telle que j'ai écrit, que je lui demande de faire quand moi je serai plus capable parce que j'aurai pas tout ma tête, pour elle, ça pose pas de problème. Hein, elle s'y est engagée, elle a réfléchi, elle s'y est engagée à respecter ma volonté et bon, j'ai confiance qu'elle le fera. Je ne dis pas que ce sera facile pour elle, mais pour l'instant, c'est le contrat. Je voudrais réagir à ce que vous disiez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, il y a des moments où il faut prendre des décisions parce que c'est à nous de les prendre, parce qu'il faut les prendre et que les parents ne peuvent pas le prendre. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas des moments où on prend le pouvoir en toute bonne foi et par conviction que c'est ce qu'il faut faire, alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et je me demande s'il n'y a pas un certain nombre de situations où on projette sur nos parents ou notre parent ce qu'on considère bon pour nous et pour eux dans l'état dans lequel on croit qu'ils sont, alors qu'en fait ils sont peut-être déjà plus détachés de certaines choses ou que leur priorité, peut-être qu'on les laisse tranquilles sur, un certain ordre, une certaine propreté, des choses. Alors, on n'est pas là dans les grandes décisions vitales. Évidemment, sur les décisions vitales, la question se pose autrement. Mais moi, en tout cas, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que du bien fondé de ma réflexion, quand je dis à mes parents, vous devriez faire ça, en étant un peu convaincue que j'ai raison, et puis après, je me dis, mais au fond, oui, moi, je pense ça, mais est-ce que c'est vrai pour eux qu'ils devraient faire ça? Je ne sais pas si d'autres personnes dans la salle, madame, vous avez l'air d'être peut-être d'accord, peut-être vous pourriez témoigner. Voilà, je pense que c'est pas si simple. Mais peut-être même pour les décisions vitales, en fait. Sandrine. Moi, je voulais juste dire, toujours à propos de ma grand-mère, c'est qu'on avait accepté le risque, par exemple, des chutes. C'est quelqu'un qui marchait beaucoup, elle était très sportive. Et puis petit à petit, elle a commencé à faire des chutes dans la rue, chez elle. Et chaque fois, pour nous, c'était un peu la catastrophe. Et chaque fois, on me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça t'embête pas de rester toute seule? Et la seule chose qu'elle a acceptée, c'est d'acheter une canne à 98 ans. Parce qu'avant, elle trouvait que c'était pas assez chic. Elle m'a dit, on va me prendre pour une Leschnock. Mais finalement, un jour, on discutait avec ma mère, parce qu'il y avait encore une chute dans la rue, et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait, on reste comme ça? Elle me dit, écoute, quelque part, c'est son choix aussi. Elle veut, c'est dur pour elle, c'est dur pour nous, mais moi, tant qu'elle ne me dit pas, je n'en peux plus, je ne veux plus, elle m'a dit, c'est hors de question qu'on prenne, pas le pouvoir faire, mais qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Elle a dit ça, c'est pas possible, c'est un risque à prendre. Et puis advienne que pourra. Et c'est vrai que c'est quand elle s'est fracturée le coude que ma grand-mère a dit bon maintenant on arrête. Mais là c'est elle qui l'a décidé. Et là c'est vrai, il a fallu serrer les dents.
Je pense que c'est pour elle et puis pour moi. Mais je pense que c'est qu'à un moment, si on veut respecter l'autre, après tout, moi je sais, ça reste ma grand-mère et je me voyais mal lui dire « Mamie, tu dois faire ça ». Ça, c'était pas possible. Que ma grand-mère me dise à moi « Sandrine, je te mieux de faire ça », ça je le conçois. Mais l'inverse, pour moi, c'était pas possible. Ça restait ma grand-mère. C'est peut-être un prix à payer. Voilà, ça c'est juste une réflexion personnelle. Vous avez jamais jugé légitime, enfin pour vous c'est jamais légitime le fait d'imposer, imposer le mot est un peu fort, mais en tout cas d'avoir son mot à dire en tant qu'enfant et petit enfant qui subit aussi cette angoisse, cette pression, cette charge. Est-ce qu'il y a pas un moment où vous aussi vous avez un rôle dans la prise de décision? Je dis pas que c'était facile tous les jours. Moi, par exemple, tant qu'elle était chez elle, j'avais mon téléphone portable à côté de mon lit ouvert toute la nuit. Il était tout le temps avec moi, ce téléphone portable. Ma mère, c'était pareil. Mais on ne voulait pas faire autrement. Je ne sais pas comment expliquer. On ne voulait pas imposer. Parce que je pense aussi, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec ma grand-mère, on en parle avec ma mère, ma mère pour elle, et puis pour moi, à l'avenir, on y réfléchit. Et nous, on n'aimerait pas qu'on nous dise écoute, il faut que tu fasses ça, c'est pas possible. Donc, pour ma grand-mère, on ne voulait pas. Je sais que c'est bizarre à dire, mais c'était le prix à payer. Et c'était comme ça. Et c'est elle qui a décidé à une chute. Bon, quoi. Et pourtant, on a fait des urgences, pourtant, Saint-Antoine, vous connaissez, mais c'est comme ça. Nicole Jacquamorin, je suis médecin gériatre et je voulais revenir sur la question des décisions des enfants et surtout sur les entrées en EHPAD, parce que vous savez que pour rentrer en EHPAD, normalement, la personne doit signer un consentement éclairé. Et la plupart du temps, ce consentement n'est pas signé, ou bien il est signé par les enfants, ce qui me pose un problème. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Évidemment que les directives anticipées et le mandat de protection future sont des mesures absolument importantes à mettre en place dès à présent, je dirais dès demain, si je peux vous le conseiller, et tout faire pour que ce soit honoré. Alors c'est vrai, madame, vous avez raison, c'est pas toujours facile, il y a des moyens financiers, il y a des moyens de temps, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais maintenant il y a des sociétés qui se sont créées pour faciliter tout ça. Et je pense que tout le monde ne peut pas aller en EHPAD. C'est un choix à la fois individuel et il n'y a pas suffisamment de maisons de retraite. Elles sont très chères. Vous connaissez toutes les polémiques qu'il y a. Tous les gens ne veulent pas y aller. Il y a 96% des gens qui veulent rester chez eux à domicile et je pense qu'on a le droit d'écouter et d'entendre ce qu'ils disent et de le respecter surtout. C'est notre devoir de citoyen ici ce soir. Et voilà, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse sur cette entrée en EHPAD qui doit être un choix et non pas un rebut, j'ai envie de dire, même si ce mot est très violent. Moi, je voulais raconter peut-être un autre exemple, l'exemple d'une mère qui est la mienne, qui a 92 ans, et qui, elle, a dit à ses 3 enfants « Je veux vivre jusqu'au bout ». Et c'est le postulat de maman, c'est-à-dire qu'il est impossible d'aborder quoi que ce soit avec elle. Nous sommes 3 enfants relativement engagés dans la réflexion sur la fin de vie. Mon frère est médecin, ma soeur est psy, moi je suis ici. Donc c'est compliqué finalement d'avoir aussi ce postulat-là, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir pour désobéir. Est-ce qu'on va désobéir à maman? Ou jusqu'à quel point on va lui obéir? Et puis le jour où elle sera peut-être silencieuse et dans le coma, est-ce qu'à ce moment-là, nous, les 3 enfants, peut-être on osera dire stop, enfin, quelque chose comme ça. Mais je voulais dire que par rapport à des personnes âgées, il y a aussi celles qui se taisent ou qui nous donnent une consigne comme ça, inamovible et quelque part aussi respectable. Enfin, moi, je me sens
un peu coincée par cette histoire de maman, qui d'ailleurs n'arrive absolument pas à mémoriser où je travaille, à parler de ça avec nous. Enfin, c'est vraiment un réel blocage. Voilà, donc je n'attends pas de solution, mais c'est aussi pour vous dire que cette situation-là est aussi complexe. Oui, je voudrais ajouter la personne qui a parlé des entrées en EHPAD. Je suis la fondatrice de l'association Vieillir chez soi à Lille et je voudrais aussi ajouter à votre témoignage toutes les personnes qui souhaitent et qui sont seules généralement à préparer leur entrée en EHPAD et elles cherchent des informations et ne trouvent pas la personne pour les accompagner et être leur personne de confiance. Et je crois qu'il y a une vraie volonté, mais il faut se préparer avec d'autres personnes dans son entourage pour entrer en EHPAD. Je représente l'association Hold Up et pour répondre à ce que vous venez de dire, dans notre association, il y a des groupes de parole et nous écoutons les personnes qui viennent, qui sont toutes avec aucune n'est dépendante. Elles préparent, la moyenne d'âge est entre, je dirais, 70 et 95 ans, et elles ont toutes leur tête, et elles réfléchissent, et ils réfléchissent, parce qu'il y a des hommes aussi, sur la manière dont ils vont aborder leur fin de vie, et justement, peut-être, cette entrée en EHPAD. Actuellement, il y a une d'entre nous qui est encore en couple, qui a 89 ans, qui se rend compte qu'elle est de plus en plus dépendante de sa femme de ménage et de ses belles-filles qui viennent la voir, et elle essaye de préparer justement cette entrée dans un EHPAD qui serait dans son quartier, pas trop loin, et on réfléchit à toutes ces questions qui sont aussi bien sur le mandat de fin de vie que sur les volontés anticipées, que la recherche de la personne de confiance, et tous les témoignages que j'ai, moi, que je peux apporter en tant qu'animatrice de groupe de parole dans cette association, c'est qu'elles viennent parler dans différents groupes, hein. Moi j'en ai que 2, mais il y en a énormément. Elles viennent parler de toutes ces questions et elles s'épaulent, elles se soutiennent, ils se soutiennent avec une documentation que nous leur apportons en tant qu'animateurs et de manière à être tout à fait dans l'optique de ce que vous essayez de regarder aujourd'hui. Ce sont des questions que nous abordons depuis plusieurs années et nous progressons, sans avoir de réponse. D'ailleurs, pour répondre à la dame dont la mère est opposée et ne veut pas parler avec des blocages, j'ai des exemples de ce type de parents. Alors là, à l'école des grands-parents européens, où j'ai des gens beaucoup plus jeunes, et alors là, les parents ne veulent pas entendre parler par leurs enfants de leur fin de vie. Ça, il n'en est même pas question. Et quand par hasard, l'une d'entre nous veut aborder ces questions avec ses enfants, je ne parle pas de mon âge, mais quand on est plus jeune, les enfants refusent, enfin les témoignages que j'ai, refusent presque systématiquement d'aborder ces questions-là. La question de la mort, de la fin de vie, ce sont des questions que les cinquantenaires ou les quadragénaires ne veulent pas trop aborder aujourd'hui, enfin dans les témoignages que j'ai. Alors là, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est la prévention. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on prépare quand on a 80 ans. Hein. C'est une relation avec ses enfants qu'on peut avoir de longtemps. Moi, je me souviens, je donne un exemple personnel, quand j'ai raconté à mes enfants ce que je faisais et ce que j'allais faire aussi bien dans votre association que dans mon association, ils m'ont répondu, on verra quand ça sera le moment. C'est pas le sujet. Voilà. J'ai une fin de non-recevoir. D'une certaine manière, j'ai confiance. J'ai écrit mes volontés anticipées. J'ai confiance en eux. J'ai confiance surtout dans mes petits-enfants. Mes petits-enfants sont une merveille et c'est avec elles que je peux aborder beaucoup plus facilement ces questions-là. Voilà. Philippe Laville, responsable du groupe de travail santé bioéthique de la Ligue des droits de l'homme.
Je veux rebondir sur la problématique du consentement qui a été évoquée tout à l'heure, parce que je sors de près de 3 mois de travail de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a publié, il est maintenant accessible en ligne depuis hier, un volumineux avis sur les maltraitances dans le système de santé, dans lequel on a inclus la problématique des EHPAD. Et parmi les questions majeures auxquelles on a été confronté, et plus encore que ce que je pensais en allant dans ce groupe de travail, a été la problématique du consentement. Consentement à plusieurs niveaux. Consentement à changer de situation, de statut, d'établissement, qui sont d'ailleurs pas forcément tous des EHPAD, dans le cas du vieillissement, parce que EHPAD contient le mot, vous le savez, l'abréviation de dépendant. Or, une partie des personnes qui peuvent rechercher à un moment donné, parce que n'ayant plus forcément de famille autour d'eux, c'est aussi une problématique qui existe dans un certain nombre de cas. Hein. J'ai longtemps formé des aides-soignants et des élèves infirmiers qui travaillaient dans ce type d'institution. Il peut y avoir des gens qui font le choix à un moment donné, pour des raisons de ne plus être dans l'isolement, d'aller vers un de ces établissements. Alors, le gros problème, c'est qu'il manque terriblement ceux qui ne sont pas encore médicalisés, qui ont un statut d'ancienne maison de retraite, mais qui ont carrément un certain nombre de services, par exemple des lieux de restauration, sans qu'il y ait obligation d'y aller forcément, mais avec une sorte de chez-soi reconstitué. Alors, il y a tout ça qui est intermédiaire aux EHPAD. Mais ce qui m'a frappé, c'est le nombre de fois où on a eu des témoignages dans les nombreuses auditions qu'on a faites de soignants ou de responsables d'associations ou de directeurs d'établissements qui nous ont dit et qui ont témoigné de moments où le consentement n'existait pas. Et il n'existait pas, par exemple, entre, comme ça a été évoqué tout à l'heure, entre enfants et parents, hein, qui ont été en quelque sorte obligés d'aller dans telle ou telle institution. Il n'existait pas plus, souvent, entre soignants et personnes se trouvant dans l'institution. Alors ça, malheureusement, bien que ça soit une obligation légale, hein, pour tout acte d'ailleurs, pas seulement pour le fait d'entrer dans l'EHPAD, mais pour le simple fait, par exemple, comme on a un témoignage qu'on a mis d'ailleurs dans notre rapport, vous pourrez voir en ligne, le simple fait, par exemple, d'avoir mis d'office des couches, qui est un phénomène frappant, qui est revenu X fois dans les auditions qu'on a eues à des personnes qui ne sont pas incontinentes, simplement parce qu'on n'a pas le temps, les personnes, les moyens d'aller régulièrement, apporter un minimum d'appui à la personne qui ne peut pas se lever, qui ne pourra pas aller aux toilettes toute seule, etc. Donc on lui met une couche à titre préventif. Et puis, le consentement va parfois plus loin, c'est-à-dire qu'on a par exemple eu des témoignages alors en plus le comble, c'est que c'était une étudiante qui a fait sa thèse récemment sur les EHPAD et qui nous a dit que, alors qu'elle était en train de discuter avec une personne qui avait fait elle-même la démarche de venir dans l'EHPAD, hein, donc qui était tout à fait volontaire, pour laquelle il y avait le consentement au départ, mais au moment où elle était en train de parler avec elle sur la manière dont elle ressentait, les limites, les avantages, les inconvénients de cette vie dans l'institution, est entrée une personne qui n'a même pas frappé, le minimum comme cela, hein, et qui est venue soulever la jupe de la personne pour savoir si c'était mouillé. Voilà, si c'était mouillé, voilà, la manière dont ça a été dit. Hein, personne donc à qui on avait imposé le port d'une couche. Vous voyez donc que la question du consentement, elle est un ensemble d'éléments qui parcourent notre société et qui relèvent plus fondamentalement des droits de chaque être humain, hein, et pour lequel je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, collectivement et comme individuellement. Merci de votre attention. Si je peux me permettre juste peut-être, il me semble que les exemples présentés par les uns et les autres, il y a deux types de situations. Il y a ceux pour qui malheureusement je crois que c'est trop tard, c'est-à-dire que ceux qui ont effectivement beaucoup de troubles cognitifs, qui sont institutionnalisés, qui n'ont pas pu défendre leurs paroles à un moment donné. Certes, il faut améliorer leur quotidien, mais le sujet aujourd'hui, c'est plutôt de se dire comment les personnes qui ne veulent pas vivre ça y arrivent, qu'est-ce qu'elles mettent en place pour elles-mêmes, comment elles peuvent compter sur leurs enfants. Finalement, on voit que ça se passe bien, mais on voit bien aussi que des fois, les enfants eux-mêmes disent « bah oui, mais moi, je ne peux pas assumer ça ». Et donc, si ce n'est pas les enfants qui doivent l'assumer, est-ce que c'est la société, mais autrement que par les EHPAD. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est plutôt pour ceux qui sont capables de dire « non, je ne peux pas y aller », et ben, comment je vais gérer ça avec ma famille, quoi. Et est-ce que ça va être des alliés? Comment je peux les convaincre? C'est un peu ça la question. Francis Carrier de Grépaille. Moi, la réflexion que j'ai, c'est que par rapport à la relation parent-enfant, les choses ont beaucoup évolué.
C'est-à-dire que autant c'était avant la prise en charge par les enfants en général, c'était la grande généralité. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une société dans laquelle les enfants n'ont plus la possibilité ou le désir, mais en tout cas le mode de fonctionnement actuel ne permet plus donc d'avoir une cellule familiale qui va prendre en charge la vieillesse. Et le paradoxe que l'on a, c'est qu'on croit que l'organisation étatique, c'est-à-dire la société, va quelque part remplacer la famille qui était bienveillante ou malveillante, mais du moins qui avait cette fonction. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que si on prend le concept du droit à vieillir avec les personnes avec qui on choisit de vieillir, on est dans un concept de famille affinitaire. C'est-à-dire d'essayer de reconstruire des idées qui sont avec qui j'ai envie de vieillir, c'est-à-dire des petites structures, avec des gens... ce qui est très paradoxal, par exemple, vous tous qui êtes ici, vous avez toujours choisi quels sont vos amis, avec qui vous mangez, qui c'est que vous avez rencontré, qui c'est que vous aimez, puis tout d'un coup, lorsque vous êtes vieux, on vous parle de place disponible. Mais comment on peut parler de qualité de vie si on passe dans cette notion de place disponible? Une place disponible sera toujours malveillante pour la personne qui y va. Ce sera un lieu carcéral. C'est la définition de la prison. Ce n'est pas la définition d'un lieu de vie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut tout recentrer sur cette notion de famille, c'est-à-dire de famille affinitaire, de famille construite, dans laquelle s'entourer des gens avec qui on veut vieillir, dans des lieux qui ne sont pas des usines à vieux. Les usines à vieux, personne ne veut y aller. On sait très bien qu'ils sont maltraitants pour tout le monde, pour aussi bien les personnes qui y sont que pour les salariés, parce que c'est insupportable. Et donc, quand on regarde dans l'Europe du Nord comment ça se construit, c'est des petites structures qui sont avec le maintien au maximum dans ces petites structures de l'autonomie de chacun, de façon à pouvoir recevoir les personnes que l'on veut, et donc avoir une vie entre guillemets normale le plus longtemps possible, de pouvoir au maximum aussi être soigné et mourir dans le lieu dans lequel on vit. Mais tout ça, ça s'anticipe. Nous, on est dans une dualité, on sacralise le fait de vieillir chez soi. Quand je parle de vieillir chez soi, c'est le logement individuel. Le logement individuel dont on est éjecté un jour ou l'autre, puisque avec le défilement des aides à domicile, des bénévoles, on ne sait plus qui vient, on n'est plus chez soi du tout. Et la seule dualité que l'on a, c'est l'hypercollectif dans lequel on n'existe plus en tant qu'individu. Je pense qu'il faut réfléchir à d'autres structures, et l'habitat et la façon de choisir avec qui on veut vieillir est la clé de voûte de la qualité de vie et va au-delà donc de la continuité du rapport parent-enfant qui aujourd'hui ne remplacera plus ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des structures qui, contrairement à certains pays d'Europe du Nord, n'existent pas encore beaucoup chez nous. Oui, mais tout à fait. Mais c'est là justement que la société civile, ce que nous sommes nous, est décisif, parce que ce n'est pas les politiques qui vont construire ça. C'est-à-dire que c'est notre choix individuel et collectif qui va permettre de dire, nous ce que nous voulons, c'est pas qu'on trouve des millions pour améliorer les EHPAD, personne ne veut y aller dans les EHPAD, on ne va pas quand même continuer à tourner autour du pot. Qui c'est qui va aller dans un EHPAD? 80% des gens qui y sont ne veulent pas y être. Donc il faut trouver d'autres solutions. Vieillir chez soi, c'est une prison à terme. C'est-à-dire qu'à terme, tout le monde le sait, on ne peut plus en sortir. Tant qu'on peut sortir de chez soi, tant qu'on a le choix de faire des courses, de voir des amis, c'est très bien. Mais le jour où on ne peut plus sortir de chez soi, où on voit un défilé incessant de personnes, où on mange selon l'arrivée de la personne de l'aide à domicile qui va arriver à 3 heures à faire les courses, bien, c'est ça l'aide à domicile. Et on n'aura jamais la possibilité d'être dans un hôtel 4 étoiles. Et de toute façon, je peux vous dire qu'il y a une chose de certaine, c'est que l'argent ne protège pas et n'améliore pas la qualité de vie lorsqu'on vieillit. Au contraire, ça peut être le contraire. C'est la façon aussi d'attirer les plus grands prédateurs. Donc, je pense qu'il faut changer, avoir une autre logique, être dans autre chose qui est un habitat participatif, qui est basé sur la notion de dire avec qui je veux être et de monter des projets solidaires dans lesquels on compte avant tout sur nous tous, c'est-à-dire l'environnement qu'on va se créer pour améliorer notre qualité de vie en vieillissant. Je voulais juste réagir sur ce que vient de dire la personne. Il y a quand même des choses qui sont en train de changer.
D'abord parce qu'il y a la génération des 68 arts, je mets dedans mes parents, qui vont pas vouloir des EHPAD qui vont pas vouloir vivre les choses qu'ont vécu leurs parents. Par ailleurs, il y a des tas de projets des gens qui sont en train de faire des essais, par exemple de dupliquer les maisons, les Baba Yaga, ils essayent de voir comment ça marche. Ils sont en train de réfléchir à se dire, il y a des crèches dans les villes, à droite à gauche, pourquoi on ne met pas des petites structures pour les personnes. Il y a aussi le fait qu'au niveau technologique, il y a des tas de choses qui évoluent aussi. Du coup, moi j'irai, on en parle avec des gens de mon âge, des amis, où nous on se dit que quand on sera vieux, on va se rassembler justement, puisqu'on est très proches, on est copains d'enfance, et on n'aura pas, on est moins désespérés, je pense, que les générations précédentes. Je ne sais pas comment on dit ça, mais nous on voit qu'il y a des tas de possibilités qui peuvent se mettre en place. Et voilà, donc je pense qu'il y a toute une génération qui arrive, et je répète, il y a les 68 arts qui arrivent là, ça va être complètement différent. Et nous, quand on sera vieux, on sera pas bionique, je ne sais pas. Juste Michel m'a dit qu'elle n'avait pas très envie de ta solution, Francis, et qu'elle était bien toute seule chez elle. Michel m'a dit ça, qu'elle était très contente toute seule chez elle et qu'elle n'avait pas tellement envie de partir dans une maison avec des amis. Oui. Non, c'est pas forcément une solution pour tout le monde. Et moi, ma question, c'était aussi, est-ce que finalement c'est vraiment une solution? Parce que si pour les enfants c'est difficile à un moment donné, du fait de la dépendance physique ou psychique, pourquoi ce serait pas aussi difficile pour des amis ou pour des personnes qui seront dans tes structures? À un moment donné, le problème risque de se passer aussi. Oui, je voulais dire d'abord que j'ai été avec Thérèse Claire à l'initiative de la Maison des Baba Yaga de Montreuil, et que ça a été une belle aventure. Mais bon, ça n'a pas débouché exactement comme ce qu'on voulait. Et alors, il y a maintenant l'association À l'âge qui a repris ce flambeau et qui fait un gros travail de recherche d'habitat participatif, soit cogénérationnel, soit pour des personnes âgées, et qui travaille beaucoup dans l'optique de ce qui se fait dans les pays du Nord et en Allemagne. C'est quelque chose qui prend corps aussi en France. Voilà, c'est plein d'espoir. En attendant, moi, comme je n'ai pas pu intégrer les Baba Yaga de Montreuil, je suis en résidence autonomie. Alors, les résidences autonomie, elles existent depuis très longtemps, c'était les foyers logements. Et il y a aussi tout un travail intéressant qui se fait là. Et là où j'habite, j'ai des compagnes qui ont vécu là l'une y a vécu jusqu'à 102 ans, et on peut dire qu'elle est morte chez elle, quoi. C'est quand même un lieu, je pense, non pas alternatif à l'EHPAD, mais je pense que c'est un lieu où on peut peut-être éviter l'EHPAD, justement, parce que en dehors de tous les soins qui peuvent être donnés par des professionnels, il existe des réseaux de solidarité très forts dans ces lieux. Parce que les gens vivent là longtemps. J'ai des copines qui sont là depuis 20 ans, 15 ans. Donc, il y a une réelle solidarité. Les gens ne sont pas seuls, ils vont se voir, ils se donnent des petits coups de main. Et en fait, je m'aperçois que c'est très peu connu. Il y a à peu près 2000 et quelques résidences autonomie en France. Ça représente dans les 100 000 personnes. Alors, elles sont certainement pas toutes sur le même niveau de qualité, mais c'est quelque chose à explorer. Et je crois qu'on aurait avantage à les faire connaître et sans doute à les améliorer. Juste pour préciser, parce qu'on entend le non à l'EHPAD ou pas d'EHPAD, est-ce qu'aujourd'hui c'est affirmé de manière si nette, aussi nette que vouloir décider sa fin de vie? Enfin voilà, il y a quand même des points communs, c'est la volonté de la personne, la volonté du sujet, la volonté de celui qui est en train de vivre des situations. Or, on sait que c'est pas ça qui va se passer jusqu'au dépassement du consentement ou l'absence du consentement. Donc voilà, j'entends bien les problèmes qu'on est encore en train de découvrir. J'entends bien des solutions qui se testent ou qui peuvent être lancées, y compris sous des formes utopiques, pourquoi pas, mais dans la vraie situation aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe. On voit véritablement ces vieux perdre la main, perdre pied, alors qu'ils n'ont pas forcément perdu la tête, et encore moins leurs moyens. Ça a été dit aussi, les moyens ne garantissent pas. La deuxième chose, juste en redonnant la parole, c'est ce sentiment que tout le monde est capable de dire ce qu'il ne veut pas pour lui-même. Et d'accepter de commencer à réfléchir sur la manière de s'y préparer, d'anticiper, voire de se faire entendre. Et dans le même temps, on laisse quand même glisser les choses pour des plus vieux à qui on fait faire des choses qu'on ne voudrait pas pour soi-même. Et c'est un peu ça aujourd'hui qui est en train de plus aller, ça va pas.
si on peut avoir une insatisfaction morale, voire une grande fatigue pour avoir fait des accompagnements longs, c'est aussi avec le constat qu'on n'a pas fait les choses bien. Et de ce retour sur soi, on devrait pouvoir aller plus loin aujourd'hui en n'acceptant ni pour les plus vieux, ni pour soi-même, évidemment, ce qui se passe déjà. J'ai été très intéressée par ce que vous avez dit l'une et l'autre. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on a une solution qui apparaît, et alors c'est celle-là qui paraît la plus idéale. Et finalement, ça n'est qu'un petit morceau d'un grand tout, et très vite, cette solution, elle est dépassée. Moi, j'ai aussi cette expérience avec ma belle-mère qui a 95 ans. L'impression que j'ai, c'est plutôt qu'il faut à chaque fois colmater 11 trous avec 10 doigts. Et colmater 11 trous avec 10 doigts, on n'y arrive pas. Et à chaque fois, la situation évolue. Et c'est très bien de décider de vivre avec les gens, ses amis, qu'on aime bien, dans une petite structure. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'ami de la chambre de droite va commencer à avoir une neurodégénérescence, et puis celui de la chambre de gauche va mourir, et tout ça va être rebattu, et cette évolutivité, qui n'est pas une évolutivité forcément heureuse, fait que c'est extrêmement compliqué. Et plus, à mon avis, plus on concentre des personnes âgées ensemble, elles vont forcément être confrontées à plus atteint qu'elles, ce qui est très déprimant, et puis à être entièrement figées dans une seule classe d'âge, sans possibilité de se retrouver avec quelque chose qui est de la vie réelle. Alors, peut-être que parmi toutes les petites solutions que chacun envisage, peut-être qu'il faudrait essayer de penser plutôt à une mixité des âges dans des structures où il n'y ait pas que des personnes âgées, mais la vie, le monde réel tel qu'il est. Alors, je ne sais pas comment c'est faisable. Véronique, tu voulais... Oui, je voulais juste mettre sur la table du débat le fait que parfois les gens changent d'avis. Et ça, on le voit quand même beaucoup, notamment quand on va pas bien, on peut avoir envie d'une chose, et puis quand on va mieux, le lendemain, ou parce qu'il fait beau, ou parce qu'on a eu une visite, ou un coup de téléphone, on veut autre chose. Et donc, c'est pas si manichéen que ça, il n'y a pas ceux qui veulent absolument rester seuls chez eux, et puis ceux qui veulent aller en maison de retraite. Surtout que, ou qui veulent pas aller en EHPAD plutôt. Surtout que la médecine intervient dans ces cas-là et qu'on a des accidents de santé. Et en fait, ces parcours que vous décrivez, ils ne sont pas aussi clairs que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parcours linéaire. Et très souvent, en tant que médecin, je le vois, mais en tant que aussi nièce ou fille, je peux le savoir, les gens changent d'avis. Et quelqu'un qui vous a dit à 94 ans, voilà ce que je veux, et je veux vraiment pas du tout bouger de chez moi, le lendemain va être prête à signer une entrée en EHPAD, et le surlendemain va dire ah non, c'était vraiment pas celle-là que je voulais, et pas question, et retour à la case départ. C'est ça la vraie vie aujourd'hui aussi de ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'il faut d'abord penser, avant d'être vieux, à ce que peut être votre vieillesse. C'est pas évident, mais j'essaye de le faire comprendre, non pas à mes enfants, mais à mes petits-enfants, dont je suis très proche. Et j'ai des amis qui ont mon âge, un certain âge, qui sont confinés chez eux, qui ne bougent plus, qui ne font que le compte de leur bobo et de ce qu'a dit le médecin, etc., et qui attendent qu'on vienne les prendre par la main. Or, avant d'être vieux, ils étaient jeunes, mais ils n'ont toujours regardé que leur nombril. Donc, je dis aux jeunes, regardez les autres, essayez de voir comment vous allez vous projeter dans l'avenir, et j'essaye d'être un exemple pour eux. Les résultats, je fréquente des gens qui ont l'âge de mes enfants, qui sont devenus des grands amis, avec qui je pars dans un mois aux Philippines,
c'est assez loin, mais bon, la Corse ne me suffisait plus. Et mes petits-enfants sont émerveillés, alors que mes enfants me disent « Mais maman, mais tu es folle, tu te rends pas compte, c'est fatigant, c'est épouvantable, tu vas revenir crever ?» Oui, peut-être, mais pour l'instant, je suis en forme. J'ai cette chance-là. Et en descendant d'avion à Roissy à la fin du mois, je prends la voiture pour aller à Bruxelles assister au mariage d'un de mes petits-fils. Et bien ça, c'est merveilleux. Mais ce qu'il faut, et j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai toujours envisagé la vieillesse comme une seconde jeunesse. Mais c'est pas évident. Il faut être en bonne santé. Donc, j'essaye de faire comprendre à tous les jeunes qui sont autour de moi, il y en a beaucoup, qu'il faut s'occuper de son corps, de son esprit. Et s'occuper de son corps, c'est non pas faire des sports absolument extraordinaires, mais se maintenir en forme par tous les moyens et faire fonctionner ça en pensant beaucoup aux autres. Parce que les jeunes ont trop tendance à se regarder le nombril. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai expliqué la parole. Moi, je voulais parler plus précisément du financement en ce qui concerne toutes ces actions. On a parlé des EHPAD. Il ne faut pas oublier que les EHPAD, ce sont des moyens de placement. On vous propose des placements pour un EHPAD. Donc je pense que c'est à revoir tous ces financements, parce que la dépendance aujourd'hui coûte énormément cher et on n'a aucun moyen, si ce n'est de vendre les biens de la personne qui a besoin d'être mis à un établissement. C'est un gros traumatisme, parce que les personnes font un petit capital, place d'un immobilier, quand il faut leur prendre, ils pensent que c'était pour leurs enfants et que ce n'est pas à leurs enfants de leur venir en aide. Et ça, je pense que c'est un gros traumatisme. Donc je pense qu'il faut repenser le financement de la dépendance. Oui, d'abord je veux vraiment vous remercier pour ce moment d'échange, parce que dans le débat sur qui décide face au vieillissement entre les parents et leurs enfants, les questionnements de l'intime des familles, en fait, retentissent assez logiquement avec les questionnements que nous devons avoir collectivement à l'échelle d'une société. Dit autrement, l'enjeu du vieillissement, c'est une révolution anthropologique inédite, parce que la révolution de la longévité pose ces questions plus durablement que dans le passé, et par conséquent questionne la manière de les traiter dans chacune des familles et naturellement pour l'ensemble de la société. Et moi je rebondis sur deux termes qui doivent guider, me semble-t-il, le débat collectif, qui soit éthique, politique, associatif, qui est le respect du libre choix. Et on sent que c'est l'enjeu principal dans la famille, mais ça doit être le cas aussi à l'échelle de la société. Et puis la question, Madame l'évoquait à l'instant, de l'anticipation. Et une grande partie des difficultés auxquelles tous ceux qui se préoccupent du vieillissement sont confrontés, c'est qu'il y a, de la même manière que ces sujets sont à la fois intimes et collectifs, il y a un déni intime et un déni collectif du vieillissement. Intimement, on ne veut pas voir le vieillissement, et collectivement, la société, et donc le débat public, et donc la réponse collective, a pendant très longtemps fait de ce sujet-là un sujet peu présent dans le débat public. Il n'y a pas de représentants des personnes âgées, des vieux, des seniors, appelez comme on veut, dans le débat public. Et c'est d'ailleurs assez peu présent. Moi, j'ai toujours convaincu, et on est plusieurs des militants des enjeux du vieillissement. J'ai été député et président d'un conseil général, donc on travaillait beaucoup sur cette question-là, mais en fait, on se rendant compte qu'il n'y avait pas de relais dans la société sur le sujet. Contrairement à d'autres thématiques, par exemple, les questions relatives au handicap, ont toujours eu un tissu associatif extrêmement fort qui pouvait irriguer le débat public, ce qui n'est pas le cas s'agissant du vieillissement, parce que les gens, individuellement et donc collectivement, ne veulent pas voir les enjeux du vieillissement. Et donc, moi, je trouve extrêmement précieux que par le biais du débat éthique, il y ait une sorte de réappropriation citoyenne pour ces questions. Et comme je ne veux pas être long, sur la question du libre choix, parce qu'on voit bien que c'est celle qui traverse entre je veux rester à mon domicile, bien sûr tout le monde veut rester à son domicile. Et donc il y a des EHPAD qui peut-être peuvent apparaître comme repoussoirs parce que ces EHPAD sont devenus de plus en plus des lieux qui correspondent à la fin de vie. Mais pour autant, c'est des lieux dans lesquels il y a besoin une prise en charge. Il y a une prise en charge face à des personnes qui sont
très abîmés, qui ont besoin d'un soutien en termes de soins. Donc on ne pourra pas balayer du revers de la main la manière dont, vous savez, aujourd'hui dans un EHPAD, on rentre avec en moyenne 8 ou 9 pathologies. Et donc il y a quand même besoin de lieux pour accompagner. Alors est-ce que c'est les EHPAD tels qu'ils sont aujourd'hui? Probablement pas. Ils correspondaient à une situation ex-ante qui a été décidée. Les EHPAD d'aujourd'hui ont été décidés il y a 10 ou 15 ans. La question c'est, demain, comment est-ce qu'on accompagne la perte d'autonomie? Est-ce que c'est au domicile de la personne avec des services de soins plus nombreux, plus présents? Est-ce que, quand on ne peut pas rester au domicile, il faut construire des alternatives au domicile? Vous les avez évoquées, c'est les projets d'habitat inclusif, d'habitat participatif. Madame a parlé des résidences autonomie, il y a des résidences services seniors. La diversité des réponses correspond à la diversité des tempéraments. Et vous avez raison de dire que les vieux de demain, ou déjà ceux d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes de ceux qui a 15 ou 20 ans. Parce que c'est des enfants du baby-boom, de la société de consommation, de l'individualisation, de la digitalisation de la société, et qui auront aussi volonté d'avoir plus de services. Donc il n'y a pas de réponse binaire, je crois, ni dans une famille, ni à l'échelle de la société. Par contre, dans les deux cas, il faut en parler dans la famille, il faut en parler dans le pays, dans le débat public, et il faut anticiper. Je pense qu'il y a, sur tous ces sujets, besoin d'un changement de braquet. C'est assez utile d'enclencher le mouvement tel que vous le faites. Donc, merci. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur. En tant que journaliste, cette fois, puisque je suis journaliste, ça fait plus de 20 ans que je me désespère de voir que les journaux et que les rédacteurs en chef des journaux ne veulent pas entendre parler des vieux, comme ils ne veulent pas entendre parler d'un certain nombre d'autres sujets qui dérangent. Et je dois dire quand même que depuis très peu de temps, ça change vraiment, et c'est une très bonne nouvelle. Et puis, j'aurais bien aimé poser une question à la dame dont la maman a 92 ans et qui refuse de parler avec ses enfants de toutes ces questions-là. Vous avez dit, si elle est dans le coma, on verra. Mais si elle n'est pas dans le coma, mais que néanmoins elle n'est plus en état de prendre une décision vitale, comment vous imaginez, vous et vos frères et sœurs, votre fratrie, affronter cette question? Non, je ne voulais pas apparaître en quoi que ce soit compulsif. Au contraire, j'ai appris beaucoup, je vous félicite d'avoir organisé, avec une liberté de parole que je vous envie tous. Et d'ailleurs, je sais qu'il faut parler dans le micro, seulement il faut que le micro soit bien réglé aussi. Là, il n'est pas. Bon. Donc simplement, merci d'avoir fait part, chacun d'entre vous, d'une expérience tout à fait riche, différente, indispensable. J'ai souvenir, il y a quelques années, qu'un débat comme celui-là était impossible. Impossible. Et d'ailleurs, j'avais organisé, j'ai été longtemps ministre de la Santé, c'est vrai qu'il n'y a pas de responsabilité particulière pour les personnes âgées, c'est dommage, mais ça sous-entend tellement de choses que vous avez en particulier les uns et les autres dans ce carré-là, en tout cas, soulever, ces questions-là ne sont pas réglées. On peut pas dire, on peut dire, on doit dire que c'est un choix individuel lorsque c'est possible et lorsqu'on a les moyens de faire ce choix individuel. Pardon, pas seulement les moyens économiques, mais les moyens économiques aussi. Parce que sinon, on parle de rien. Alors maintenant, sur l'avenir, j'ai aucune idée de l'avenir, même pas du mien. Je pense que le mot EHPAD fait peur à tout le monde. D'accord, mais qui décide qu'on n'aille pas dans un EHPAD? C'est pas la personne, c'est son entourage, les nécessités et aussi la maladie. Merci d'avoir signalé qu'on n'a pas tous la même vieillesse. Et donc on n'a pas tous non plus le même avenir dans cette vieillesse partagée ou solitaire. En gros, nous connaissons tous des parcours lamentables qui finissent à l'EHPAD par décider de qui, de quoi, comment mourir en réalité. Bon, ça c'était impossible, et je me souviens, Véronique s'en souvient aussi, des débats que nous avions essayé de mener au ministère de la Santé, avec les personnalités, les non-personnalités, enfin, etc. Tout ce qu'on pouvait imaginer comme représentation de la société. Je vous assure, il y a 20 ans, c'était impossible. Ça n'allait vraiment pas très loin.
Et quant à la fin de vie, c'était à peine abordé. Abordé pour l'esquisser en réalité, abordé pour ne pas en parler véritablement. Donc il y a des progrès immenses qui ont été faits, immenses. Mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès, merci aussi de l'avoir évoqué pour certains d'entre vous, à l'échelle de la planète et à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France. Parce qu'il n'y a pas seulement la décision individuelle qui va compter pour se présenter en bonne forme devant la fin de vie. Il y a quand même toute une série de pressions économiques et démographiques qui vont poser le problème de façon très cruelle. Donc je n'ai aucune réponse à cela, et surtout, je ne voudrais pas vous les apporter, je voudrais simplement vous dire que j'ai été très heureux de vous entendre, très impressionné par vos récits, qui pèsent pour chacune d'entre vous. Il n'y a que des femmes pour le moment, c'est curieux. Bon, enfin, elles vivent plus vieux que les hommes, je sais. Mais enfin, il y a aussi des problèmes qui tiennent au couple, et dire, comme vous l'avez dit très simplement, on ne choisit pas avec qui vieillir, c'est dur, hein, mais c'est vrai. Hein. On ne choisit pas avec qui vieillir. On ne choisit pas de rester seul non plus. Donc, je vous laisse, je laisse à la prochaine réunion le soin de préciser tout ça. Mais vraiment, j'ai été impressionné par le niveau de maturité de vos récits. C'est pas parce que vous êtes vieux que je vous trouve mature, c'est parce que ceci ne se posait pas de la même façon il y a 15-20 ans, même il y a 10 ans. C'est bien d'être plus proche de ces petits-enfants. D'ailleurs, j'irai bien aux Philippines avec vous. Mais c'est pas si simple parce que les petits-enfants aussi se modifient. Les petits-enfants aussi ont leurs problèmes à se situer dans la société, pas seulement, mais leurs problèmes par rapport à leurs grands-parents. Et qui va rester? Et qui imagine que dans une habitation, quelle qu'elle soit, on puisse rester sur 3 générations? Est-ce que c'est ça la solution? Je ne pense pas. Mais alors, il faut vraiment inventer quelque chose de complètement nouveau. Entre l'EHPAD et rester en famille, entouré par la forêt, etc., c'est quand même un tout petit peu difficile. Et nous n'avons pas inventé, surtout pas l'Europe, la France est dans l'Europe. Est-ce qu'on a une réflexion européenne là-dessus? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pour avoir réfléchi... Pardon? C'est vrai, mais on ne les écoute pas. Pour avoir été député européen longuement et avoir essayé de mener des débats de ce genre, c'est pas non plus au même niveau que nous en sommes. Et donc il faut réfléchir à tout ça. Et je vous remercie de le faire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Les gens qui veulent vieillir ensemble ou pas, désignez-vous. Merci. Là, j'avais demandé le micro avant Jérôme Gage et Bernard Kouchner, mais je vais rebondir sur des choses que vous avez dites tous les deux. Jérôme Gage nous a dit qu'il n'y a pas de parcours linéaire. Effectivement, il n'y a pas de parcours linéaire. Et puis toi, Bernard, tu as dit je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, même pas le mien. Et moi, je trouve que c'est vraiment là le problème, au niveau individuel, au niveau collectif. Une dame, il y a 1 heure à peu près, a parlé de la prévention, en disant voilà, il faut faire de la prévention. Et quand on fait de la prévention, je suis médecin de santé publique, mon boulot était toute ma vie effectivement de travailler sur la prévention, encore aujourd'hui. Quand on fait de la prévention sur des modèles relativement linéaires. On sait que quand on consomme telle substance, par exemple le tabac, voilà, on va avoir des maladies liées au tabac et on peut faire de la prévention de façon spécifique. Le domaine dont on parle ce soir, pour moi, ce qui le caractérise, c'est l'imprévisibilité. L'imprévisibilité au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, je ne vais pas vous faire de schéma, chacun d'entre nous, enfin, en tout cas à mon âge, on commence à se demander pendant combien de temps, comme dit madame, moi j'entretiens mon corps, mais combien de temps, puis peut-être que je vais me casser la figure, et à partir de là, ça va se dégrader. Puis combien de temps ça va fonctionner là-dedans, on perd la mémoire, on ne se souvient plus des noms propres, après il y a des mots qu'on ne retrouve plus dans la conversation, est-ce que ça va s'aggraver ou est-ce que c'est rien? Donc,
dans cette évolution, comme l'a dit, je crois que c'est Véronique Fournier qui l'a dit, ça change. Et la vitesse et les événements, ça vient, ça va dans l'autre sens. Voilà, moi je veux pas, je peux pas m'empêcher de vous raconter une histoire qui m'est arrivée vendredi dernier. J'ai reçu un coup de fil d'un collègue m'annonçant que notre ancien patron, qui maintenant a plus de 95 ans, était hospitalisé. Donc je me suis précipité, j'ai été le voir, j'ai passé 2 heures avec lui, et il m'a dit, ben voilà, avant que il vient d'avoir un accident cardio-respiratoire assez sérieux, quoi, il n'est pas bien, et il sent bien que la fin maintenant se rapproche. Il dit, avant que ça arrive, j'avais dit à mon fils que si ça arrive, je voudrais aller en EHPAD. Je voudrais aller en EHPAD. Sa femme est morte en EHPAD il y a 2 ans, et je voudrais aller dans l'EHPAD où ma femme est décédée. Bon. Mais j'ai pris de ses nouvelles aujourd'hui, il va mieux, il va de mieux en mieux, et dans le fond, ce départ en EHPAD qui est organisé pour cette semaine, je ne sais pas s'il va avoir lieu, parce que finalement, il est en train de changer d'avis. Donc on vit dans cette imprévisibilité à court terme, à moyen terme, à long terme, qui, je trouve, rend la gestion au niveau individuel extrêmement difficile. Moi, je ne sais pas dans quel état je serai dans 10 ans, quelles seront mes relations avec mes enfants, mes petits-enfants, voilà. Et on vit dans cette imprévisibilité au niveau collectif aussi, parce que, comme tu l'as dit, Bernard, voilà, les relations sociales changent à toute vitesse, pour tout le monde et à tous âges. Gérer ça de façon collective, alors que mettre en place des systèmes, il faut inventer autre chose à la place des EHPAD, mais il faut inventer, il faut le réaliser, il faut trouver le fric pour le faire. Donc tout ça, tu sais bien, tu as géré le système de santé, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, et dans 15 ans, on va se dire ce truc-là est complètement obsolète, et on était complètement stupide, et personne n'en veut. Et donc on n'arrive pas à gérer le système. Et honnêtement, je trouve que l'angoisse, j'allais dire l'angoisse collective, je ne sais pas si les collectifs, si on la partage tous, mais en tout cas c'est la mienne, c'est effectivement d'être dans l'incapacité complète d'imaginer individuellement et collectivement comment je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et puis pour combien de temps? Je ne sais pas, peut-être que ça va s'arrêter dans 2 ans, et peut-être que j'en ai pris encore pour 20 ans. La personne dont je vous parle, mon ancien patron, par exemple, il y a 2 mois, il m'a dit, je viens d'en prendre pour 5 ans. Je lui ai dit, comment ça, dans 5 ans? Il me dit, oui, je viens d'avoir 95, et tout le monde sait que quand on a 95, on va jusqu'à 100. Voilà. Hein? Et puis vendredi, il m'a dit, oh, c'est long quand même, ça suffit comme ça. Oui, Catherine, je te remercie de m'avoir renvoyé ma question là-bas. Écoutez, non, j'aurais juste envie d'ajouter que, effectivement, tout ce qui a été dit ce soir, ce sont des témoignages, des expériences, des histoires, et je crois qu'elles ont toute leur place dans ce genre de soirée. Je pense effectivement qu'on a fait des progrès, comme vous dites, les choses bougent. Il y a toute cette notion de temporalité, je viens d'en parler un peu avec ma voisine qui dit profitons peut-être du temps pour parler et reparler et amorcer des conversations avec nos anciens et nous peut-être, enfin moi je dis nous, c'est-à-dire la génération des 60-70, nous sommes certainement ceux qui pourront prendre exemple sur vous, mesdames, pour peut-être faire transformer ou réussir à transformer un peu la perception de cette fin de vie, de ce cheminement vers la fin de vie. Mais moi, je maintiens que quand on ne veut pas, ce qui est le cas de ma mère, eh bien, je suis bien embêtée et je ne sais pas si le jour où elle sera effectivement inconsciente, avec des tuyaux partout, est-ce que je me souviendrai des conversations du comité de Cochin et tout ça, en disant je dois respecter maman, ou est-ce que je me dirais pourvu que ça s'arrête et s'il vous plaît monsieur, débranchez? J'en sais rien, je suis envahie par le doute. De toute manière, c'est pas ce genre de soirée qui rassure les gens qui doutent. Et donc, on verra bien. Voilà, merci.
voulais revenir sur 2-3 points concernant la relation entre parents et enfants, parce que ça me paraissait quand même important, en particulier par rapport à ce que disait Véronique tout à l'heure sur le fait que les situations changent, les choses changent en permanence. Et moi, je me demande si l'anxiété, l'angoisse des enfants, elle n'est pas liée aussi à ça, assez souvent. Moi, j'ai une mère qui a 100 ans, qui vit chez elle, qui est autonome, qui est toute seule. Elle anticipe. Elle dit, quand je serai plus dépendante, voilà, j'aurai besoin de quelqu'un, etc. Alors, au gré de la relation qu'elle a avec la dame qui vient faire le ménage, un jour, elle dit, je vais lui demander à elle, et le lendemain, si ça va moins bien, elle dit, ah ben non, elle ne sera pas capable de faire ça. Et nous, avec ma sœur, on est obligés de suivre ça. Et ça, bon, je ne suis pas particulièrement inquiète pour ma mère, mais quand même, il y a quelque chose qui est un petit peu inquiétant, se dire, bon, c'est bien, elle anticipe, parfois elle parle d'une EHPAD aussi, elle dit, si jamais vraiment je ne peux pas rester à la maison, peut-être, voilà, oh ben, ça serait bien que je sois en province. Et puis après, elle dit, ben non, c'est mieux que je sois près de l'endroit où je vis actuellement. Bon, voilà, tout ça sont des situations qui sont un peu anxiogènes pour les enfants. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était les risques. Alors d'abord, je trouve que les risques, c'est très subjectif et qu'on ne voit pas toujours la même chose par rapport à une situation concrète précise. Bon, par exemple, elle a une baignoire. Elle ne veut pas entendre parler d'autre chose que d'une baignoire et elle enjambe sa baignoire pour prendre sa douche. Bon. Quand on lui dit ça serait quand même pas mal que tu fasses ça quand il y a quelqu'un, elle dit écoutez, je sais ce que je fais, puis de toute façon si je tombe, ben, je tomberai. Voilà. Donc elle est tout à fait consciente qu'elle prend un risque. Et nous, on est avec ça, voilà, on est imprégné de ça, mais voilà, on sait qu'elle a pris son risque, ses risques, il y en a quelques-uns comme ça. Il faut faire avec. Et puis le dernier point que je voulais soulever, c'est l'histoire familiale. Parce que je suis quand même très frappée de voir que souvent, la protection, l'hyperprotection, ou au contraire, la volonté d'indépendance, se répète de génération en génération. Moi, par exemple, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont vécu seuls jusqu'à 97 ans. Voilà, et c'est une évidence dans la famille qu'on vit comme ça. Donc ça permet aussi peut-être d'être moins dans cette notion de protection. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui se construit dans la relation avec les parents très tôt, bien sûr, et que par exemple, la façon dont nos parents ont été avec nous pendant l'adolescence, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète à l'inverse quand ils vieillissent. Et que s'ils ont été un peu lâches, hein, c'est-à-dire pas lâches, la lâcheté, mais je veux dire le laisser aller, mais en tout cas une certaine liberté, peut-être qu'on aura plus tendance à ça, ou inversement. Enfin, c'est une question que je me pose, hein, mais je trouve qu'on retrouve en tout cas des histoires familiales très fortes. Hospitalière de longue date, je suis heureuse d'avoir Monsieur le ministre qui va m'entendre, est présidente d'une association qui s'appelle Village à Vivre. Je voudrais rassurer tous les cheveux gris. Il y a des soignants qui choisissent de soigner les personnes âgées avec beaucoup d'amour et d'attention. On parle toujours de ce qui ne va pas. Nous avons dans la salle un médecin relativement jeune qui a choisi d'être médecin de soins palliatifs, des gériatres. C'est peut-être un problème de société qu'on doit aborder. Merci à Dieu et chez soi, c'est le regard vers la personne âgée. Au début, je me suis dit, mais tout le monde a l'impression qu'on a le choix quand on est vieux. Mais non, on n'a pas le choix. On a peur. On a peur de rester chez soi sans avoir les soins. On a peur d'aller en EHPAD. C'est au moins du point de vue du regard extérieur. Il faut qu'on change ce regard et qu'on ait des choix réversibles. En France, on peut le faire et pour moi, ce n'est pas des coûts supérieurs à tout ce qu'on dépense aujourd'hui. Quand on aime quelqu'un, on l'aime comme il est et jusqu'au bout. Et le médecin nous aide à les accompagner jusqu'au bout de la vie. Il faut
on arrive à donner la parole, la dignité. C'est pas un poids, une personne âgée. Elle a beaucoup agi dans sa vie. Nous, dans notre hôpital, on constatait, on vient en France pour y naître. Il y a plein de solutions pour un enfant. Il faut qu'on vienne en France parce qu'on vieillit bien, parce qu'on peut bien vieillir. Le cancer de la solitude, il ne faut pas d'argent pour le rendre. J'ai le cœur plein d'espoir, malgré tout ce qui a été dit, et je suis sûre que nous avons notre part en tant que citoyens et que les soignants sont là pour nous aider à bien accompagner toutes les personnes âgées. On vit ici, c'est ce qu'on a fabriqué depuis une dizaine d'années, 15 années pour certains, avec les associations qu'on a créées, au-delà par la Grande Bouge, GPS chez nous et d'autres. Et on a surtout travaillé à revaloriser l'estime de soi. Les vieillards, femmes et hommes, sont de beaux vieillards aujourd'hui. Moi, je suis un militant de la belle vieillesse. Et je ne parle que ça parce que je trouve que la vieillesse, elle est belle, elle nous entoure, les femmes sont belles, elles nous entourent. Et donc, je pense que cette valorisation-là, il faut qu'on la garde et qu'on la cultive encore plus. Je pense que c'est en cultivant cette beauté, ce regard sur les hommes et les femmes d'aujourd'hui qu'on arrivera à parler plus de ce qui nous a expliqué au début sur Oui, vous parliez de l'histoire familiale. Donc moi j'ai 3 grands-parents qui sont décédés à plus de 90 ans. Et là j'ai ma mère qui a 88 ans qui est seule à domicile. Et je rebondissais sur l'histoire d'ado. Moi j'ai eu du très mauvais rapport avec ma mère adolescente, alors que maintenant ils sont très bons. Ma mère ne respectait pas ma liberté, quoi. Et je salue le docteur Kouchner parce que je suis partie pour Médecins du Monde. Et ma mère m'a respectée quand elle est venue me voir au Mali, à l'étranger. Et maintenant, moi, je respecte sa liberté et elle est enchantée de discuter avec moi, alors que c'était impossible quand j'étais adolescente. Et donc, à 88 ans, elle conduit. Bon, on est 6 frères et sœurs. On ne lui interdit pas de conduire. J'ai dit non, on ne lui interdit pas. Elle arrive à conduire, elle continue à conduire. Elle a des tapis, il y a risque de chute, on lui la laisse avec ses tapis. Elle a un téléassistance, voilà. Et moi je lui dis, il faut la laisser faire tout ce qu'elle veut. Elle est entièrement libre. Bon, on est loin d'elle, mais on s'organise pour qu'il y ait un enfant ou un petit enfant chaque week-end. Elle est veuve depuis décembre et on arrive à être régulièrement près d'elle, quoi. Mais le plus important, c'était de respecter sa liberté et on va continuer jusqu'au bout. Bonjour. Moi, je voulais absolument être là ce soir pour fêter le premier anniversaire d'une association que je connais depuis un peu moins d'1 an et que je trouve remarquable dans son objet. Parce que c'est la première fois, au fond, que la génération des 68 arts dit « je vais m'occuper de ma propre vieillesse ». Moi, quand j'ai vu ce collectif apparaître en mai dernier, là, oui, avec les signatures évidemment de Bernard Kouchner, mais de Marcel Gaucher, d'Alain Touraine, d'autres personnages illustres, je me suis dit que c'était la première fois au fond qu'une génération avait un peu le temps de prendre la parole pour préparer sa propre vieillesse. Et de dire quoi? De dire moi vous ne m'aurez pas. Moi je ne serai pas passif. Mes parents, à la fin du XXe siècle, il y a eu une massification du grand vieillissement. Il a fallu qu'on construise des maisons de retraite, qu'on monte des services à domicile. On a fait comme on a pu, on a fait pas trop mal d'ailleurs. Mais la prochaine génération, elle a vu, elle sait. Elle sait ce que c'est que s'occuper d'un parent dépendant. Elle sait ce que c'est que chercher une maison de retraite. Elle sait ce que c'est que payer une aide à domicile. Et pour elle-même, elle ne dit pas qu'elle ne veut pas. Elle dit « je veux être libre et je veux faire mes choix ». Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme absolu sur la façon dont on peut envisager la vieillesse. Et c'est pour ça que ce collectif, moi qui travaille dans et pour les maisons de retraite depuis 20 ans,
j'ai trouvé extrêmement salutaire cette prise de parole. Et elle est utile, parce que il y a quelques jours, j'essaie de m'intéresser un peu à ce que va dire Agnès Buzyn demain, parce que vous savez que demain, elle est censée dévoiler un peu un plan vieillissement. Et puis par indiscrétion, j'ai grandes oreilles, j'apprends qu'on va parler d'EHPAD, comme vous d'ailleurs tout à l'heure. On va parler de dépendance, on va parler d'aide à domicile. Et puis, il y a tout un pan qui prend 5 lignes dans le discours. Enfin, j'espère qu'avec ce qu'on a fait depuis, il prendra un peu plus de 5 lignes. Enfin, il y a 3 jours, il prenait 5 lignes. C'est quoi ces 5 lignes? C'est tout le reste. Sur 15 millions de retraités, il y en a 1 million qui est à peu près directement impacté par la perte d'autonomie et 14 millions qui ne le sont pas. Et l'idée, ça a été le plaidoyer pour les vieux de Jérôme Guedj il y a déjà 2 ou 3 ans, c'est de parler aussi à tous les autres, à tous ceux qui, un jour, seront plus fragiles. Et donc, il faut que ce changement de paradigme, il imprime, y compris vos propres discours. Que votre angoisse, ça ne peut pas être seulement comment je vais faire pour éviter l'EHPAD. Parce que dans la phrase, il y a encore le mot EHPAD. Et donc la question, c'est que quand à un moment donné, la génération des 60, des 70, des 80 ans va prendre en main son destin, il va falloir qu'elle parle d'adaptation de logement. Il va falloir qu'elle parle d'adaptation de la ville, de l'urbanisme. Il va falloir qu'elle parle de sujets aussi concrets, dont les ministres ne veulent pas toujours s'emparer, mais de la question des transports. Moi qui ai été élu en banlieue, comme d'autres ici, eh bien, bon, on ne venait pas me parler d'EHPAD. On venait par exemple me parler des feux rouges qui vont trop lentement, trop vite. Et donc, à un moment donné, on a peur d'aller à la boulangerie parce que le grand truc aujourd'hui, c'est, pour éliminer peut-être les jeunes, les SDF, c'est d'éliminer tous les bancs. Sauf que maintenant, il faut réimplanter les bancs dans les villes. Parce que moi, si je veux être autonome et aller chercher ma baguette de pain, il me faut des bancs. Voilà. Eh bien, c'est tout ça aussi qui constitue les combats. C'est pas que l'EHPAD, c'est pas que le nombre d'infirmières dans les maisons de retraite. C'est les feux rouges, c'est les bus accessibles, c'est les chauffeurs de bus de la RATP qui arrêtent de donner des secousses parce qu'au bout de... Mais oui, parce que ça, c'est la vie quotidienne des gens. Et au bout de 2 choses, bah, vous arrêtez de prendre le bus, vous n'osez dire à personne, et puis vous restez bloqué chez vous. Voilà, donc, votre génération, elle a jeté des pavés en 68 ou pas d'ailleurs? Peut-être qu'elle en a reçu aussi d'ailleurs. Quand on avait 23 ans en 1968, on aura 85 ans en 2030. Eh bien, vous avez encore 10-15 ans pour préparer cette génération-là, pour qu'elle prenne ce vieillissement de manière totalement différente que les générations précédentes. Christian, CFDT retraité d'Île-de-France. Oui, monsieur Guedj, il y a des corps intermédiaires pour les retraités. Et vous avez fait connaissance. Bon, le débat EHPAD versus domicile. Donc, arrêtons le haro sur les EHPAD. Il y en a qui ont des situations qui sont inacceptables, mais ils sont aussi nécessaires dans certaines situations. Domicile. Les pouvoirs publics sont en train de choisir pour nous. Le projet régional de santé, c'est domicile. Que vous ayez choisi ou pas. Et certains ont dit à juste titre que domicile, c'est des fois l'enfermement. Quand on est en gérer 1 ou 2 à domicile, c'est pas vraiment la joie. Et l'ARS met en face, domicile oui, mais on n'est pas en capacité d'améliorer la situation en matière médicale, médico-sociale, démographique, implantation géographique. Cherchez l'erreur, ça va reporter toute la charge sur les aidants. Hein. Et on se pose la question aînés et enfants, ça peut être des situations qui vont devenir très dures. Attention à ce qui se décide en ce moment. Oui, bonsoir. J'ai été bénévole pendant un certain temps chez les petits frères des pauvres. On s'occupait des personnes âgées, donc seules. Alors moi je pose une question. Quand est-ce qu'on est vieux? On est vieux quand on est socialement détaché, quand on n'a plus de vie sociale, quand on pense qu'on ne sert plus à rien. Là on se sent vieux. On peut se sentir vieux à 70 ans et on peut se sentir jeune à 95 ans. J'ai mon père qui a 94 ans, il fait son jardin impeccable. Et l'autre jour, j'ai cru que de la mairie, quelqu'un était venu l'aider. Il a dit non, c'est moi qui l'ai fait. La seule chose, il est un peu têtu, il est tombé de l'arbre l'année dernière. Heureusement, ça lui est rien arrivé. Donc, les personnes âgées, moi je vois plutôt positif, parce qu'une personne âgée,
c'est une histoire. C'est l'histoire de la France, c'est les bonnes manières, c'est beaucoup de savoir, donc j'ai beaucoup d'admiration. Moi, je suggère à côté de chaque EHPAD de construire une garderie où des jeunes sont là et nous créons une vie familiale comme d'antan. Dans le temps, tout se passait bien parce que les familles étaient unies. Aujourd'hui, pour des questions de travail, tout ça, pour des échelons sociaux à gravir, les jeunes vont partir dans différents pays. Des fois même, les familles sont devenues monoparentales parce que le papa travaille, je ne sais pas où. Si on rapproche les générations, donc les personnes, les seniors, donc je ne veux pas appeler vieux, les seniors vont avoir, disons, un rôle à jouer. Il y a l'éducation et les enfants vont avoir la curiosité, ceux qui n'avaient pas eu la chance de côtoyer son grand-père, sa grand-mère, d'aller écouter tout ça. Et on manque d'éducateurs, alors les seniors sont là, ils sont en richesse. Et puis après, ces jeunes, en grandissant, vont se lier d'attache et puis aller visiter même ces seniors dans les hôpitaux ou autres. Donc moi j'ai fait et je suis très content de faire ça parce que j'ai appris des choses et il y a des gens qui m'ont raconté des histoires très touchantes, donc qui m'a enrichi, qui m'a élevé aussi. Donc voilà. C'est bon ? Bonjour, je m'appelle Marianne Offray, je suis élue du 14e arrondissement, donc je viens en voisine dans une mairie presque aussi jolie que la mienne. Je suis en charge de l'urbanisme de la santé. Je commence par ça parce que justement ça rebondit un peu sur ce que disait Luc Brossy tout à l'heure et sur le fait qu'au début, quand j'avais demandé à apprendre l'urbanisme et la santé, tout le monde s'était moqué de moi en disant que ça n'avait rien à voir et que c'était vraiment qu'on m'avait filé les derniers trucs qui restaient, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'était pas les derniers trucs qui restaient, mais ça me semblait être effectivement une articulation précieuse pour faire un peu de politique. À titre personnel, je dois dire que j'envisage cette aventure de la vieillesse avec beaucoup de curiosité, même un truc un peu sauvage, dans la mesure où je n'ai pas eu, j'ai jamais connu mes ascendants après, en gros, l'âge que j'ai maintenant. Donc du coup, je découvre vos questions avec, presque de l'exotisme, on va dire, et j'avoue avec beaucoup d'envie. Il se trouve que dans le 14e arrondissement, on a un projet qui s'appelle Les Grands Voisins, qui était avant un hôpital et qui est actuellement en train d'être transformé, qui, à l'issue d'une longue occupation temporaire, est en train d'être transformé en ville, en quartier. Et on a à cœur effectivement que cette question-là de loger... monsieur, ce que vous disiez, c'est effectivement, est-ce que c'est loger les personnes âgées, je ne sais pas, mais en tout cas, loger peut-être un peu différemment des gens qui sont dans une forme de vulnérabilité. Je pense que ce serait... Voilà, parce que finalement, je vous dis, moi j'ai connu mes parents peu âgés, mais ils étaient déjà dans une sacrée forme de dépendance. Donc, pour le coup, la question de la dépendance traverse sans doute la question de l'âge. Je reviens à mes grands voisins. Finalement, je voudrais juste évoquer un outil qui se fait sortir aussi de la question de l'EHPAD, qui est que peut-être à travers toutes les réflexions autour de l'habitat participatif et coopératif, on peut trouver des outils pour mettre en place des choses qu'on n'avait pas imaginées. Je dois vous dire que c'est assez compliqué parce que, par exemple, les premiers outils concrets pour faire vraiment de l'habitat participatif, ils ont été mis en place par la loi Allure, on vient juste d'en avoir les décrets. Donc on a vraiment besoin d'outils réglementaires, législatifs, qui nous permettent d'inventer des solutions qui évitent qu'on choisisse entre établissement, pas établissement, choisis ton co-camarade, enfin... Voilà, on a vraiment besoin de développer des choses très concrètes et pragmatiques pour faire que chaque fois qu'on met, par exemple, une colocation de 7 personnes, est-ce qu'on est obligé de le qualifier en établissement ou pas? Du coup, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes normes urbaines, c'est pas les mêmes normes de construction. Donc là, pour le coup, je nous encourage collectivement à réfléchir à des choses extrêmement concrètes qui vont permettre de questionner cette question philosophique et existentielle qui est celle de vieillir dans la ville. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est que, outre la question du rôle du politique que je viens d'évoquer, donc de tous les politiques, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de la société civile, enfin disons, nous devancent, nous politiques, mais heureusement on leur court un peu après avec plus ou moins d'agilité, on va dire. Et la Fondation de France vient de mettre en place, de réfléchir, on va dire, de façon très avancée. Elle a mis ces 4 comités, les uns à côté des autres, habitat, maladie psychique, vieillesse et un 4e qui va être handicap. Et elle a fait travailler et mouliner ces comités. Donc moi je siégeais à un comité, c'est pour ça que j'étais un peu entraînée dans cette affaire.
Et puis à justement trouver qu'est-ce qu'ils ont en commun, pas en commun, de différents. Et là, ils sont en train de rendre public des travaux. Alors c'est très concret ce que je vous raconte, c'est en gros, outre la question de ce qu'on veut pour soi-même et à quel point il est important d'y réfléchir philosophiquement, mais aussi du côté des citoyens comme des politiques, de savoir comment ça peut s'ancrer dans la réalité des politiques publiques. Voilà, c'était tout. Juste quelques mots sur un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est la détresse des enfants qui voient leurs parents vieillir, qui voient leurs parents atteindre vraiment le grand âge, commencer très sincèrement, très, très profondément à se dégrader, à devenir de plus en plus dépendants. Alors je pense que face à cette détresse, chacun réagit différemment, certains ont des défenses meilleures que d'autres, mais je pense que c'est elle qui parfois fait qu'on cherche à décider pour eux et à trouver des solutions, parce que ces solutions nous rassurent et elles ne sont pas forcément les bonnes. Mais en même temps, voir ses parents atteindre un très grand âge, ça rend philosophe. Et je trouve que moi ce que ça m'a appris personnellement, c'est que bien sûr, qui décide entre les enfants et les parents, mais ce qui décide surtout, c'est la vie. Et il faut apprendre à l'accepter. C'est aussi bête que ça.